En 2024, il est normal de voir des clips ou des contenus assez explicites de rappeuses comme Sexyy Red, Ice Spice ou Megan Thee Stallion. D'où vient cette hypersexualisation des visuels et du rap féminin qui a évolué très rapidement ces dernières années, et pourquoi est-ce potentiellement un problème ? Le rap naît aux États-Unis dans les années 70-80. C'est un art qui émerge directement des ghettos américains. Les textes de rap, souvent pleins de revendications, dénoncent la violence, dénoncent l'utilisation de drogue. On parle de gang, on parle de meurtre. Toutes ces choses-là, dans l'imaginaire collectif, s'apparentent à la masculinité. C'est un milieu qui est masculin. Quand on parle d'armes, de drogue, etc. aux États-Unis, quand on parle de ghetto, quand on parle d'intimidation, de guerre, pour beaucoup de personnes, ces choses-là s'apparentent à la virilité et donc la masculinité. Le rap qui naît donc de ces milieux-là, de ces violences-là, le rap qui est fait à la base pour dénoncer toutes ces choses qui se passent dans les ghettos américains, est donc un milieu principalement d'hommes, avec des artistes hommes qui racontent un petit peu leur quotidien, qui racontent un petit peu ce qui a pu leur arriver dans leur vie avec leurs potes. Et ça, beaucoup de jeunes s'y identifient. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes aux États-Unis, de jeunes afro-américains ou autres, qui vivent dans les ghettos et qui se sentent marginalisés. Et vivre dans un quartier sensible, vivre dans un climat de tension, dans un ghetto, qui fait que tu n'as pas la même égalité des chances quand même, ce sont des personnes qui sont forcées à grandir très vite et donc ils sont amenés plus facilement vers cette violence-là, vers ces problèmes de gang, etc. Le rap, c'est donc super puisque ça dénonce toutes ces choses-là, tout en restant quand même une forme d'art, c'est de la musique. Et je pense que le rap plaît beaucoup à l'époque car c'est très nouveau, c'est très frais, et ça démontre que peu importe d'où tu viens, tu peux réussir. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont joué justement sur ce background, sur cette histoire très difficile. Voilà, je viens des trenches, comme disent les Américains, I'm from the trenches, ça veut dire je viens des tranchées. C'est une expression pour dire vraiment j'ai vécu le ghetto, j'ai vécu la galère, etc. J'ai vécu la violence. Et à l'époque, le rap servait vraiment à envoyer des vrais messages et à mettre un petit peu la lumière sur la communauté afro-américaine. Dans ce monde très masculin qu'est le rap, au début des années 80, fin des années 70, nous avons quand même quelques représentations de la femme, avec notamment dans les clips. Lorsqu'un rappeur fait un clip, souvent il fait appel à des femmes, que ce soit pour démontrer une histoire d'amour avec le clip, donc avoir un love interest, comme on dit en anglais, ou que ce soit pour danser. Nous avions à l'époque un certain type de femmes qui s'appelaient les vixens. Le mot vixen définit un petit peu les vidéo babes. Vous savez, ce sont ces filles qui étaient dans les clips de rap à l'époque, quand on était petit, qu'on regardait à la télé, on se disait mais waouh, elles sont trop belles, elles ont des corps parfaits, elles ont des cheveux magnifiques. Et ce sont les vidéos vixen, donc ce sont vraiment les femmes sexy qui sont dans les clips à la base. Et ça, c'est un petit peu la première représentation qu'on a eue des femmes à travers le hip-hop, dans les clips, dans les textes aussi, que ce soit pour déclarer sa flamme en musique, dans des textes de rap, ou que ce soit pour même insulter, yo bitch, tu m'as trompé, t'as fait ci, t'as fait ça, etc. On entend parler de la femme. Voilà, la femme est présente, la femme est une amoureuse, la femme est une maman qu'on protège. On parle de la femme, mais la femme n'est pas actrice. Dans le monde du rap, la femme n'est pas encore actrice à ce moment-là. Mais comme je vous le disais, le rap, ça reste de la musique, ça reste une forme d'art, et évidemment que des femmes vont finir par s'intéresser au rap et vont finir par se dire mais moi aussi je peux le faire. Nous avons donc des femmes qui commencent à se mettre un petit peu à écrire des textes, des femmes qui commencent à se présenter un petit peu à des battles de rap, qui commencent à montrer un petit peu qu'elles sont là, que on est des femmes, mais nous aussi, on peut venir des ghettos américains déjà, premièrement, donc on peut s'identifier au rap, et deuxièmement, nous aussi on a des choses à raconter en tant que femmes. C'est à ce moment-là que nous avons des femmes comme Roxanne Shante, Queen Latifah, Salt-N-Pepa, qui deviennent des pionnières du rap. Et nous avons, dans les années 80, les rappeuses qui commencent à sortir leur premier disque. Si vous vous intéressez au rap féminin et que ça vous intéresse de voir un petit peu où il est né, comment il est né, je vous conseille le documentaire Netflix. Je vous affiche le poster à l'écran pour que vous puissiez avoir le titre, etc. Mais c'est une série documentaire qui est sur Netflix et qui est très intéressante, qui retrace un petit peu le parcours de toutes ces rappeuses qui ont commencé. Nous avons dans ce documentaire de multiples faits très intéressants, mais on va s'intéresser au cas de Roxanne Shante. Je vous citais Roxanne Shante un petit peu plus tôt, c'est l'une des pionnières du rap. C'est l'une des premières MC femmes qui a réussi à se faire un nom dans le monde du hip-hop, dans le monde du rap. Et bien son introduction dans le rap n'a pas été facile, puisque comme je vous le disais, elle est MC, donc elle fait des battles, elle commence également à sortir des disques, et c'est en 1987 que nous avons une énorme controversie qui concerne Roxanne Shante. Celle-ci à l'époque n'a que 17 ans, donc pour vous dire c'est un très jeune talent cette Roxanne Shante, elle n'a que 17 ans, et pourtant elle est citée dans un son très populaire à l'école, donc un record, un son de rap, The Bridge is Over de Boogie Down Production. Ce son sort encore une fois en 1987, on est encore dans les prémices du rap, et nous avons donc Boogie Down Production qui sur sa musique The Bridge is Over dit mot pour mot Roxanne Shante is only good for steady fucking. En français ça donne Roxanne Shante n'est bonne qu'à se faire b. Voilà.
Voilà un petit peu l'introduction des femmes dans le rap, comment celle-ci se passe. La première rappeuse Roxane Chanté à l'époque, bien évidemment, ne se fait pas respecter par ses pairs masculins. À l'époque, en plus, le son est assez populaire, je veux dire, les gens le chantent et les gens ne voient aucun problème au fait que cette jeune Roxane Chanté n'a que 17 ans et que on est en train de la sexualiser directement. Cette jeune femme, très intéressée par l'art du hip-hop, par l'art du rap, commence à faire ses premiers pas dans la musique, commence à se faire connaître, à se faire un nom, alors que c'est la seule femme de son espèce à l'époque. Elle n'avait pas d'exemple, je veux dire, aujourd'hui, lorsqu'on veut se lancer dans le rap, on a bien évidemment des exemples multiples. Le plus commun, c'est Nicki Minaj. Nicki Minaj a donné envie à beaucoup de jeunes femmes de se mettre dans le rap, elle a donné surtout espoir. C'est possible en tant que femme de devenir une grande rappeuse, d'être dans le hip-hop, etc. Mais à l'époque, Roxane Chanté, il faut se dire qu'elle n'a aucun exemple. Donc c'est une pionnière, elle se lance, et malheureusement, je trouve que à ce moment-là, on rentre vraiment dans l'hypersexualisation de la femme dans le milieu du rap. Puisqu'elle est déjà sexualisée, comme je vous le disais un petit peu dans les visuels, avec les vixens qui sont très sexy, quand même assez dénudées, qui représentent une image de la femme assez libérée finalement, donc ce qui est bien, il y a des bons points, on les abordera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est une image de la femme quand même qui est très sexualisée dès le début, que ce soit à travers les visuels ou à travers la première rappeuse de tous les temps, la première fois qu'on la mentionne dans une musique, la première fois qu'on parle d'elle un petit peu de manière entre guillemets mainstream, hein, même si à l'époque le rap n'était pas du tout mainstream, c'est pour dire Roxane Chanté is only good for steady fucking. Vraiment, c'est extrêmement choquant. Lorsqu'on regarde le documentaire sur Netflix, que je vous conseille encore une fois, on est assez choqué quand même du contexte, même si à l'époque, bon, il y a d'autres mœurs. On est en 1987, donc c'est un autre temps. Mais Roxane Chanté, 17 ans, is only good for steady fucking. Voilà un petit peu l'introduction de cette femme et des femmes dans le rap. Après Roxane Chanté, Salt-N-Pepa, Queen Latifah, Sha-Rock, le temps s'accélère et beaucoup de femmes commencent à se faire une petite place dans le hip-hop, très difficilement parce que les femmes, pendant très longtemps, n'ont pas du tout été mainstream dans le hip-hop. Lorsque le rap est devenu la nouvelle pop il y a quelques années, nous avons eu quelques nouvelles rappeuses qui ont émergé et depuis la scène est quand même beaucoup plus diversifiée. Mais rappelons-nous que pendant très longtemps, nous avions le règne de Nicki Minaj, c'était un petit peu la seule fille. On regardait autour, il y avait personne, on y avait un petit peu Iggy Azalea, un petit peu Honey Cocaine, mais vraiment rien de très mainstream, rien d'impactant comme aujourd'hui on peut voir avec Cardi B, avec Megan Thee Stallion, etc. Nous avons donc les femmes qui ont pataugé pendant de nombreuses années afin de se faire une place dans le hip-hop. Et si on regarde bien, je vous parle donc de Nicki Minaj, d'Iggy Azalea, ce sont des femmes qui ont quand même une image très sexy. Et on se rend compte que oui, le hip-hop reste un milieu quand même majoritairement masculin, même au niveau des auditeurs, pendant très longtemps, nous avions le public cible du rap qui était les hommes. Mais si la cible, c'est principalement les hommes, comment faire pour qu'ils s'intéressent et pour qu'ils achètent la musique d'une artiste féminine? Eh bien, c'est à ce moment-là que l'hypersexualisation entre encore une fois en compte. J'aimerais faire un parallèle avec le sport, puisque c'est vrai que le sport, au même titre que le rap, à la base est un milieu très masculin, très testostérone, très viril, etc. Et les femmes ont également dû se faire une place. Et aujourd'hui, enfin je veux dire, la Coupe du Monde féminine n'est absolument pas regardée autant que la Coupe du Monde masculine. Je veux dire, il n'y a pas autant d'engouement, etc. Même si le sport féminin a évolué, qu'il est plus regardé, qu'il est plus mis en avant surtout. Mais nous avons un public majoritairement à la base masculin. Donc pour faire regarder des athlètes féminines, ou pour faire écouter des rappeuses féminines à des hommes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les sexualise. Et c'est pour cela que nous avons les tenues de certaines athlètes olympiques, ou bien simplement des tenues, par exemple, regardez dans le tennis. Dans le tennis, pendant très longtemps, pour les femmes, il n'était pas autorisé de porter autre chose qu'une jupe très courte. Les jupes de tennis sont connues pour être très courtes. Ce sont en plus des jupes à volant qui, quand tu bouges, peuvent avoir un mouvement qui se soulève, etc. Donc voilà, quand tu regardes du tennis féminin, il y a toute cette sexualisation autour de la femme qui attirera le male gaze, donc qui attirera le regard masculin. Et c'est comme ça qu'on gagne des auditeurs sur le sport. Donc pendant des années, vous pouvez regarder, par exemple, la natation également, la natation synchronisée. Je sais pas si vous voyez à quel point les maillots sont échancrés. On parle de natation synchronisée, c'est-à-dire qu'il y a des gestes à faire sous l'eau, on nage, on fait peut-être des grands écarts, etc. Donc c'est vraiment pas du tout agréable. Ce n'est pas pour les athlètes, ce n'est pas pour le confort des athlètes, mais pour le confort des viewers, pour le confort du public qui a besoin de voir une femme dénudée afin de s'intéresser à un sport. Et c'est pour ça que je fais le parallèle donc sport-rap, parce que c'est un petit peu pareil dans le rap. Quand tu regardes bien les rappeuses mainstream, ce sont des rappeuses qui sont sexualisées. Alors attention, cette vidéo n'est pas faite pour taper sur le doigt des rappeuses qui se sexualisent, etc. Premièrement parce que je pense que ça ne vient même pas d'elles à la base, ce sont les labels qui essaient de vendre la musique, et tout ce qui vend, c'est de se dénuder quand tu es une femme. C'est vrai, quand on regarde Nicki Minaj, Iggy Azalea à l'époque, un petit peu les pionnières du rap moderne, on a quand même cette sexualisation, que ce soit à travers la chirurgie, donc les formes vraiment très volumineuses, vraiment un corps très glamour, que ce soit les poses aussi qu'elles prennent dans leurs clips, le twerk, toutes ces choses-là qui entrent en compte et qui participent à
l'hypersexualisation de la femme. Pour qu'on puisse un petit peu se rendre compte d'à quel point cette hypersexualisation a méga évolué ces dernières années, souvenez-vous simplement de la sortie de Anaconda de Nicki Minaj. Souvenez-vous, en 2012, il me semble, je rectifierai la date si je me trompe, mais en 2012, Nicki Minaj sort Anaconda. My Anaconda don't. La chanson, le clip, super succès, etc. Mais souvenez-vous, lorsque Anaconda est sorti, c'était la controverse de l'année. Nicki Minaj en string, sur la cover de Anaconda, elle est en string, elle est de dos. On voit ses fesses qui, à l'époque, en plus, nous semblent colossales, puisque à l'époque, Nicki Minaj est un petit peu la seule à avoir ces formes, vraiment, ces formes qu'on peut assimiler aujourd'hui au BBL, hein, bien évidemment. Mais à l'époque, vraiment, Nicki Minaj, souvenez-vous, on regardait Anaconda, on se disait, mais c'est une dinguerie. Mais Nicki Minaj, déjà, son boule, il est énorme, vraiment, c'est la lune. Mais en plus de ça, elle montre beaucoup. On se disait vraiment, à l'époque, c'était scandaleux. On était scandalisés par la sortie de ce clip. Alors qu'aujourd'hui, en 2024, donc 12 ans après à peu près, quand on regarde le clip, je veux dire, il n'y a rien de choquant. On est tellement habitué aujourd'hui à avoir des contenus de Latto, de Megan Thee Stallion, de Ice Spice, des contenus qui même vont très très loin parfois, avec des rappeuses comme Sexyy Red et Sukihana qui sont pour moi une toute nouvelle génération de ratchet, vulgaire, etc. Donc ce sont des personnages. Le ratchet rap, c'est une catégorie de rap qui est très particulière, mais on voit vraiment l'évolution des mœurs en fait, à travers Nicki Minaj. Simplement aussi, quand on regarde Nicki Minaj à l'époque, comme je vous le disais, ses formes étaient incroyables. On disait, ouais, Nicki Minaj, le plus gros derrière du game, etc. Waouh, boomer cette phrase, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Vraiment, c'était assez impressionnant, et aujourd'hui, Nicki Minaj, quand on regarde des clips de l'époque, on se dit, bah, elle est normale, quoi. Vraiment, elle a un body type tout à fait normal que je vois tous les jours dans les clips, que je vois tous les jours sur les réseaux sociaux. Je vois même plus aujourd'hui, donc c'est rien d'impressionnant finalement, quand on revoit à l'époque les photos et les clips de Nicki Minaj. Nous avons donc des femmes qui, afin de pouvoir percer dans ce monde de hip-hop, afin de pouvoir percer en tant que rappeuse, vont se sexualiser à outrance, que ce soit à travers les visuels encore une fois, mais également à travers la chirurgie. Nous avons une épidémie de BBL, Brazilian Butt Lift. C'est une opération qui consiste à prendre la graisse au niveau par exemple du ventre, au niveau des bras, etc. afin de la réinjecter dans les hanches et dans les fesses. Et le BBL, c'est le nouveau standard de beauté dans le rap féminin malheureusement. J'avais remarqué ça avec Latto. Latto, lorsqu'elle a percé, alors Latto c'est une très très belle femme à la base, elle a un très beau corps, elle a des formes déjà à la base même, mais lorsqu'elle a percé, elle a fait un BBL. Alors, je ne suis personne pour dire que son BBL était nécessaire ou non, de toute façon elle est très belle avant et après. Mais ce que je veux dire c'est que cette hypersexualisation crée carrément de la dysmorphie. C'est-à-dire que Latto, qui avait quand même des formes qu'on pouvait voir chez d'autres rappeuses, a voulu avoir plus. On a également l'exemple de Erica Banks qui s'est fait un petit peu détruire sur les réseaux sociaux récemment, car elle avait fait un premier BBL qui, selon l'opinion publique, lui allait très bien. Mais elle a décidé de faire un deuxième round récemment, et c'est vrai que c'est beaucoup de réinjections dans les fesses. Peut-être qu'elle aime comme ça, c'est tant mieux, mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant la différence avant-après. Et je pense que beaucoup de femmes, de par cette hypersexualisation, de par ce too much qu'on voit partout, sont poussées par les labels, par leur entourage ou même par leurs propres convictions avec l'environnement dans lequel elles évoluent, à se dire mais il faut que j'y aille moi-même, il faut que je me fasse refaire quelque chose. Et puis c'est triste, mais on se rend très bien compte que des artistes qui ne se sexualisent pas, par exemple je vais prendre l'exemple de Little Simz, qui est une rappeuse très talentueuse, c'est une rappeuse anglaise, elle fait également de l'acting, elle a joué dans Top Boy d'ailleurs, cette super série qui est sur Netflix, je vous la recommande. Mais Little Simz n'a jamais vraiment percé au niveau mainstream, c'est une artiste un petit peu underground qui n'a pas réellement percé, et je pense qu'on peut malheureusement faire une connexion avec le fait qu'elle a un style assez tomboy, elle a son style à elle très particulier, mais elle n'est absolument pas dans l'hypersexualisation, elle n'est pas du tout dans des paroles qui sont hypersexualisantes, elle n'est pas du tout dans un contenu qui est hypersexualisant. Donc voilà, c'est quand même dommage de voir que il n'y a que ça qui est mis en avant, et que des rappeuses qui ont beaucoup de talent, des rappeuses qui écrivent leurs textes, des rappeuses qui font ça depuis qu'elles sont petites, malheureusement n'ont pas de lumière sur elles parce qu'elles ne se mettent pas à poil tout simplement pour être crues. Pour reparler rapidement du ratchet rap, j'avais déjà fait une vidéo à l'époque dessus, donc c'est ce format de rap très vulgaire qui a été, selon moi, popularisé par les City Girls. Eh bien, c'est quelque chose que j'aimais bien à l'époque parce que c'était une revendication et également une représentation de certaines femmes qui sont très sexy, qui se sexualisent, qui sont à l'aise dans leur sexualité, effectivement. Des femmes qui ont des formes, qui ont envie d'avoir des formes, qui font de la chirurgie. Ces femmes-là existent et je ne les blâme absolument pas. Le but de cette vidéo, c'est pas de les pointer du doigt puisque ces femmes-là existent. Il y a des femmes
femmes qui sont naturellement sexy, des femmes qui aiment se sexualiser, des femmes qui aiment vendre du contenu sur OnlyFans, sur Mime et qui le font par pur plaisir. Oui, ça existe, absolument. Et je trouve ça très bien. Cette introduction du ratchet rap, à l'époque, je le voyais un petit peu comme une revendication de ok, on est hyper ghetto, on est hyper ratchet, on est très vulgaire, on a des textes qui sont très explicites où on explique qu'on a fait ci à droite, qu'on a fait ci à gauche, que machin, etc. Moi, je trouvais ça super parce que ça participait à la libération de la sexualité de la femme et à lever le tabou, en fait, sur cette sexualité de la femme qui, souvent, est diabolisée. Les femmes sont slut-shamées très souvent. Donc, j'ai beaucoup aimé, en fait, l'introduction du ratchet rap. Malheureusement, ce ratchet rap qui, au début, représentait une catégorie du rap féminin, c'est devenu une généralité. Et maintenant, dans tous les textes, on peut entendre « Yeah, suck this dick, my coochie good ». Bref, on est aujourd'hui avec des textes qui sont très très subjectifs et je pense qu'on rentre vraiment dans une généralisation de l'hypersexualisation, ce qui fait que maintenant, si tu ne t'hypersexualises pas, comme je vous le disais, tu ne perces pas. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans la musique, dans le rap, dans la pop culture même en général, c'est la diversité. J'aime beaucoup le nouveau tournant qu'a pris le rap féminin ces dernières années, on a beaucoup plus de femmes sur le devant de la scène, c'est extrêmement plaisant, mais c'est vrai que je suis un petit peu attristée de voir cette hypersexualisation générale qui, je trouve, vraiment devient hors de contrôle. On ne voit que ça, et j'aimerais voir un peu d'autres choses. Ça ne veut pas dire que je ne veux plus voir des femmes twerker en string sur mon écran, mais par contre, je pense qu'il faut saluer aussi la diversité et donner de la force à des artistes qui ne sont pas forcément dans le sexy, dans le too much, dans la chirurgie, etc., mais qui vont plutôt apporter leur vibe. À la base, n'oublions pas que le rap, c'est de la musique, profitons de la musique. Les visuels et l'image ont pris une place extrêmement importante dans la musique avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais il faudrait pas que ça prenne le pas sur le talent. Malheureusement, je pense que c'est déjà le cas. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage, encore une fois, ce manque de diversité dans le rap féminin. Sans blâmer personne, encore une fois, puisque je pense que les principaux acteurs de toutes ces choses-là sont les labels. Les labels qui veulent faire percer des meufs, et pour faire percer des meufs, eh ben ils se disent qu'il faut les sexualiser, etc., etc. Et donc c'est un cercle vicieux. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce sujet-là. N'hésitez pas également à me suivre sur ma chaîne YouTube. Je vous attends aussi sur mon compte Instagram que j'affiche juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!